vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Nouvelle réunion de conjoncture économique ce mercredi à la primature, présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Le comité de conjoncture économique a examiné le programme du chef de l'État, un programme axé sur la diversification de l'économie pour les 5 prochaines années. Le CCE a également examiné l'évolution des paramètres macroéconomiques au niveau tant national qu'international. Vous écouterez le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale Vital Kamerhe dès le début de ce journal. Et puis les travaux de construction du nouvel aéroport international d'Ndjili vont débuter dans les tout prochains jours. Le gouvernement s'active, les parties prenantes aussi. Reportage à suivre dans ce journal. Voilà tout pour le sommaire de cette édition du journal. Bienvenue à toutes et à tous. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a tenu le rendez-vous justement de ce mercredi 24 janvier en réunissant autour de lui les ministres sectoriels, membres du comité des conjonctures économiques, l'évolution des paramètres macroéconomiques au plan tant national qu'international et le programme du chef de l'État, un programme centré sur la diversification de l'économie, ont été passés au peine fin. En outre, le comité des conjonctures économiques indique que grâce aux mesures prises par la Banque centrale du Congo, la monnaie nationale congolaise n'a pas connu des grandes inflations. On écoute à ce propos le vice-premier ministre en charge de l'économie, Vital Kamerhe. Il s'est agi de la note de conjoncture qui a été faite par la ministre d'État, ministre du Plan, complété par le gouverneur de la Banque centrale pour nous donner l'évolution des grands paramètres macroéconomiques, nous donner la santé économique à l'international et à l'interne, et nous sommes arrivés à 2 conclusions. Première conclusion, il y a eu plus de crainte que de mal. La grande dépréciation monétaire ou la grande inflation que nous attendions, ça n'a pas été le cas grâce aux mesures d'accompagnement prises au niveau de la Banque centrale et au niveau du gouvernement. Mais ceci ne veut pas dire que nous n'allons pas continuer à le faire. C'est pourquoi la deuxième question importante avant d'aborder les priorités du président de la République a consisté justement à rendre dans le meilleur délai effectif les programmes de la diversification de l'économie. Madame la gouverneure de la Banque centrale, tout comme la ministre d'État du Plan, le ministre du Commerce extérieur, le ministre des Mines, et tous ceux qui ont participé à cette réunion, le vice-ministre du Plan, nous avions une seule conclusion. L'unique façon de stabiliser notre monnaie et donner de l'embellie aux francs congolais, c'est de produire. Et produire, ça implique la construction des infrastructures, les routes de dessert agricole, les routes d'intérêt général, les routes provinciales. Pour nous, derrière le Premier ministre Sama Lukonde, nous voulons absolument que les 6 points que le président de la République a étayés lors de son discours d'investiture au stade des Martyrs, à savoir plus d'accès aux services sociaux de base et services publics efficaces, plus d'accès et plus de pouvoir d'achat, plus de sécurité, la transformation de notre économie, et j'en passe, tout cela, ça ne doit pas demeurer un slogan.
La coopération entre la RDC et la République sud-africaine sur les plans économiques mais aussi sécuritaire est au beau fixe. Pour illustration, l'engagement pris par l'Afrique du Sud justement à déployer ses militaires pour apporter la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, c'est ce qu'a affirmé le nouvel envoyé spécial du président sud-africain dans la région des Grands Lacs, Jeff Radebe, après être reçu par le vice-premier ministre de la Défense national, Jean-Pierre Bemba. À la tête d'une importante délégation, l'envoyé spécial du président sud-africain Cyril Ramaphosa, dans la région des Grands Lacs, Jeff Radebe, a formulé le vœu de voir très prochainement l'Est de la RDC retrouver une paix durable, afin que la République démocratique du Congo puisse développer son pays, tout en affirmant que la République sud-africaine s'est dite prête à contribuer au retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, théâtre des atrocités causées et depuis des décennies par l'armée rwandaise sous couvert des terroristes du M23. Notre président est très engagé à approfondir et à développer les relations économiques entre l'Afrique du Sud et la RDC. Je viens de rencontrer le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba et il est également très engagé et déterminé pour que cette coopération puisse aboutir entre nos deux pays. En Suisse, j'ai exprimé un vœu de voir très prochainement que l'ensemble de l'Est de la RDC retrouve la paix et que le Congo ait la paix afin qu'il puisse développer sa population et le pays. Comme vous le savez, nous sommes tous parties prenantes de la SADC. Et la SADC a décidé et a un grand besoin d'apporter la force de sauvegarde de la paix dans les zones à problème de l'Est de la RDC. Son Excellence Cyril Ramaphosa est même déterminé à mettre à disposition ses propres soldats pour apporter la paix. J'ajoute que la coopération militaire entre nos deux pays est très cordiale car c'est un moyen important pour voir la paix et de voir l'excellence des relations économiques entre nos deux pays et de voir la prospérité pour la population de la RDC. Ces derniers ont également rencontré les chefs de l'État pour s'entretenir sur la question. Le renforcement de la coopération militaire entre la RDC et la République sud-africaine est l'une des résolutions prises à l'issue des travaux préparatoires de la 12e session de la grande commission mixte entre la RDC et l'Afrique du Sud, tenue à Kinshasa en juillet 2023. Ces assises ont été bouclées par une note de renforcement de la coopération sur la défense et la sécurité entre les deux États. Au plan politique, à l'Union sacrée de la Nation, on s'active pour la réussite du second quinquennat du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Ce mercredi 24 janvier 2024, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, s'est entretenu tour à tour avec le président du Sénat, Modeste Bahati, celui de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, mais aussi le vice-premier ministre en charge de la Défense, Jean-Pierre Bemba, au cœur des échanges, les stratégies à mettre en place afin d'assurer un succès total du deuxième mandat de Félix Tshisekedi. Ce sont des rencontres de haute portée politique qui ont lieu entre une partie des ténors de l'Union sacrée de la Nation, regroupement cher au président de la République, Félix Tshisekedi, juste après l'annonce de la création du pacte pour un Congo retrouvé. Revêtant sa casquette de membre du présidium de cette méga structure, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, a échangé avec Modeste Bahati, Christophe Mbosso et Jean-Pierre Bemba. L'objectif est clair, réfléchir sur le bon fonctionnement de l'UCN et les stratégies à mettre en place pour la réussite du deuxième mandat de Fachi dans le projet des sociétés se résume aux 6 engagements évoqués lors de son discours d'investiture le 20 janvier dernier. C'est un État qui prône la démocratie. Et nous ne pouvons pas empêcher les membres de l'Union sacrée de se réunir. Le danger peut intervenir seulement quand les gens se réunissent pour comploter contre l'Union sacrée. Or, dans les réflexions, je ne vois pas ce qui peut m'inquiéter. Nous sommes des responsables politiques aussi. Nous venons de nous concerter pour voir ce que nous pouvons faire aussi pour le bon fonctionnement et la réussite du deuxième mandat du chef de l'État. Alors qu'Augustin Kabouya rassure que cette série d'entretiens ne vise aucunement à répondre à un acteur politique quelconque, il faut souligner toutefois que ces rencontres entre Augustin Kabouya et les 3 autres membres du présidium de l'Union sacrée arrivent après la création du pacte pour un Congo retrouvé,
Une dynamique menée par Vital Kamere, Julien Paloukou, Jean-Lucien Boussa et Tony Kankou, d'autres membres des Lucènes. Le lancement des travaux de réhabilitation et de construction et de modernisation de l'aéroport international d'Indjili à Kinshasa, c'est pour très bientôt. L'affirmation est du ministre des Transports Marc Ekila, et cela après avoir effectué une visite d'inspection du site le mardi 23 janvier dernier. La réalisation de ces travaux s'inscrit dans les cadres justement du partenariat entre le gouvernement congolais et l'entreprise turque Milvest. Les débuts de travaux de construction et de modernisation du nouvel aéroport international d'Indjili n'est plus pour longtemps. Tous les préalables qui s'est posé afin de démarrer effectivement les travaux sur le site de l'aéroport sont remplis à 95%. C'est ce qu'annonce le ministre de Transport Marc Ekila après une visite d'inspection. Accompagné sur place par des responsables de la régie des voies aériennes, d'une délégation de la société turque Milvest, représentée par son président du conseil d'administration, Turban Mildan, et des membres de son cabinet, Marc Ekila s'est dit satisfait de faire cette annonce. Le lancement de ce travaux fait suite à l'instruction du président de la République au mois de mars dernier lors d'un conseil des ministres. Cette instruction s'est apaisantie sous le modus operandi des travaux de construction de cet aéroport. À noter que la réalisation de ce travaux s'inscrit dans le cadre du partenariat entre le gouvernement congolais et l'entreprise turque Milvest. Cette dernière projette ainsi de financer à hauteur de 1,2 milliard de dollars américains pour mener à bien les 10 projets. Et dans le reste de l'actualité, la ministre d'État en charge de l'environnement et du développement durable, Eve Bazaïba, a annoncé le mardi, lors de la clôture des États généraux des forêts du pays, que la République démocratique du Congo se prépare à mettre en place sa toute première politique forestière. À l'en croire, la tenue de ces États généraux des forêts répond à l'une des recommandations de la Conférence nationale souveraine des 1991. Betty Tamfumu revient ici sur quelques recommandations de ce forum. De ces grands forums qui a débattu plusieurs thématiques avec des recommandations s'y rapportant, il ressort plusieurs assignations. Les objectifs assignés à ces assises sont multiples et variés. Il s'agit notamment de lever des options fondamentales susceptibles d'insuffler une nouvelle dynamique dans le secteur forestier, dont la contribution au budget national reste encore faible. En ce qui concerne des résolutions ou recommandations dans le domaine de la gouvernance forestière, face aux attirances de forêts congolaises qui drainent une pluralité d'acteurs nationaux et internationaux aux perceptions et aux intérêts divergents, le participant a préconisé l'élaboration et la mise en application d'une politique forestière nationale et la réforme du code forestier qui prendra en compte plusieurs autres aspects qui se sont imposés avec le temps, lever les moratoires sur l'octroi de nouvelles conceptions forestières et annuler les actes illégaux pris par les personnalités non compétentes. Le participant a également recommandé l'actualisation du cadre légal et réglementaire ainsi que la redynamisation du système de contrôle forestier et l'opérationnalisation du cadre de concertation entre les parties prenantes. Selon la ministre, le rapporteur et les responsables des commissions se réuniront prochainement pour finaliser ces documents cruciaux. La politique forestière guidera l'avenir de la gestion de forêts en RDC en prenant en compte le principe de durabilité, de conservation de la biodiversité et de lutte contre les changements climatiques. Rappelons que la République démocratique du Congo abrite une grande partie de la deuxième plus grande forêt tropicale du monde qui joue un rôle important dans la régulation du climat mondial et dans la préservation de la biodiversité. Cette initiative témoigne de l'engagement de la RDC à contribuer aux efforts mondiaux de lutte contre les changements climatiques et à promouvoir la conservation de la biodiversité. La ville de Kassangoulou vient d'être dotée d'un scanner pour les diagnostics plus approfondis, une acquisition qui a été annoncée au cours d'une journée de réflexion autour de la radiologie, journée organisée en fin de semaine dernière par le Conseil des professionnels d'imagerie médicale et de la section Congo centrale. Juvette Mbilou.
En prélude de la célébration de la Journée internationale du rayon X, le Centre de diagnostic EANO a participé la semaine dernière à une journée de réflexion autour de la radiologie organisée par les conseils des professionnels d'imagerie médicale, section Congo central. Les médecins du centre EANO ont sensibilisé des techniciens radiologues du Congo central sur l'importance du scanner, une technique d'imagerie médicale qui permet de réaliser de manière ciblée des images en coupe fine du corps combinant l'utilisation des rayons X à un système informatisé. Par la même occasion, la délégation du centre de diagnostic EANO, venue de Kinshasa, a présenté aux techniciens radiologues le scanner mis à la disposition de la population de Kassangoulou. Par ce geste, le centre EANO veut se rapprocher davantage de la population afin de proposer un diagnostic adéquat. Nous savons tous ce que représente un scanner dans la prise en charge ou dans le diagnostic de pathologie. Dans l'initiative de notre patron et par les soucis qu'il a pour cette population, de la RDC dans son ensemble et du Congo central en particulier, il a voulu rapprocher EANO de la population du Congo central. De leur côté, les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction. En tant que radiologue, je ne peux qu'apprécier, parce que parfois il y a des accidents, des trafics routiers qui nécessitent des scanners. Mais en province, il n'y a pas, il faut envoyer à Kiev, ça ne peut que nous réjouir. Nous sommes très contents parce que concernant d'abord les traumatismes, avec la nationale numéro 1, il y a beaucoup d'accidents, mais c'est ce qui nous manquait. Avec comme valeur fondamentale le service, la compassion et l'humanisme, EANO a pour vision d'offrir aux patients un diagnostic de haut niveau. Et puis lors de son investiture, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi avait martelé sur le fait qu'il va user de tout son pouvoir pour que les erreurs du passé ne puissent se répéter. Un discours salué par l'opinion congolaise justement. Le président Tshisekedi devrait beaucoup plus marteler sur la réduction de la vie des institutions, mais aussi le renforcement de l'appareil judiciaire. Nous sommes très heureux de nous rendre compte que le président de la République prend ses mandats en disant qu'il usera de tout son pouvoir pour réparer les erreurs du passé. Il prend ses mandats comme un instrument qui lui permettra de revenir sur certaines choses qui ont été mal faites pour le réparer, de rectifier les tirs, s'il faut le dire comme ça. Il y a eu un peu de largesse sur la gestion de la chose publique. Je citerai aussi le dépense quelquefois injustifié de certaines institutions, faisant même de ces institutions des institutions budgétivores, et aussi les compromis, même lorsqu'il ne fallait pas le faire. Des compromis pas pour l'intérêt général, mais les compromis pour les intérêts personnels, les intérêts des politiques. Nous l'avons vu avec la reconstitution de la majorité parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale. C'était un cas très patent d'un compromis fait pour des intérêts personnels. Et nous estimons que pour ces seconds mandats, alors qu'ils pensent rectifier les tirs, nous n'assisterons plus à cette sorte de largesse. On ne sait pas expliquer, poursuivre le développement, poursuivre l'intérêt général, tout en ne faisant qu'augmenter ou en gardant le nombre qu'on sait être très élevé de ses conseillers. Ce sera là des signaux très forts qui nous permettront de croire à ces discours du président de la République tendant, n'est-ce pas, à rectifier les tirs pour ces seconds mandats. Entre 2024 et 2026, 1540 projets à exécuter sont prévus dans le volet aménagement du territoire, reconstruction et modernisation des infrastructures. Ces projets représentent en valeur plus de 31 000 milliards de francs congolais, soit près de 62% de l'ensemble des projets contenus dans le programme d'investissement public PIP en sigle, un document conjointement élaboré par le ministère du plan et du budget. Avec près de 2 345 409 km² de superficie, la République démocratique du Congo est un vaste chantier.
et les autorités du pays en ont pleinement conscience. C'est dans ce cadre que le gouvernement a placé au centre de ses actions les infrastructures. Ces dernières occupent une place de choix dans le programme d'investissement public, un document élaboré conjointement par les ministères du Plan et du Budget. D'après les prospections de ce programme triennal, 1540 projets y sont inscrits dans le volet de l'aménagement du territoire, de reconstruction et modernisation des infrastructures. Le coût total de ce projet s'élève à 31 750 milliards de francs congolais, soit 61,6% de l'ensemble des projets inscrits dans ce programme dont la périodicité court de 2024 à 2026. Cela démontre la volonté manifeste du gouvernement de moderniser les infrastructures du pays, ce dans l'optique de réduire les inégalités spatiales, redynamiser les économies locales et améliorer les conditions de vie des populations, particulièrement celles vivant dans les zones faiblement desservies par les infrastructures et les services sociaux de base. À noter que le programme d'investissement public 2024-2026 a été élaboré dans un contexte socio-économique marqué par la persistance de la guerre d'agression orchestrée par le Rwanda sous couverture des rebelles du M23 dans la partie orientale du pays et de la crise mondiale causée par les conflits russo-ukrainiens. Les dépenses projetées en 2024 se chiffrent à 40 463 milliards de francs congolais contre 32 456 milliards de francs congolais l'année dernière, soit un taux d'accroissement d'un peu plus de 103% par rapport à la loi des finances exercice 2023. Ces dépenses sont réparties en budget général, budget annexe et comptes spéciaux en équilibre avec les recettes correspondantes. Selon les prévisions de la loi des finances exercice 2024, les dépenses du budget général sont réparties d'après leur nature économique. À en croire ces documents, la dette publique en capital va connaître un accroissement de 43,7% projeté à 1,446 milliards de francs congolais contre 1,006 milliards de francs congolais en 2023. Ces montants servira au remboursement de la dette intérieure, y compris celui des subventions pétrolières, représentant 4,0% des dépenses du budget général. D'autre part, le prévision chiffre le frais financier à 220 milliards de francs congolais, représentant 0,6% des dépenses du budget général prévu pour l'année en cours. Ces frais enregistrent par ailleurs une régression de 65,1% par rapport à l'année dernière. Dans un autre volet, la loi des finances 2024 prévoit que les dépenses personnelles subiront un accroissement de 11,9% par rapport à l'exercice 2023, soit environ 8,586 milliards de francs congolais. Cette enveloppe concerne entre autres la prise en charge de nouvelles recrues de l'année au sein des forces armées, de la police nationale et de la magistrature. Au nombre de dépenses prévues pour l'année en cours figurent également les dépenses en termes de biens et matériels, des transferts et interventions de l'État, ainsi que des équipements, représentant respectivement 1,2%, 18,6% et 34,5% des dépenses du budget général prévues pour l'exercice 2024. Et la revue des presses, c'est tout de suite avec Jonathan Bakili. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette revue de presse économique sur Ecofin Télévision. Débutons avec la prospérité qui titre sa une. F. Bazaïba exhorte le parti prenante à la responsabilité et à la sauvegarde du potentiel forestier. Le journal écrit « Les potentiels environnementaux qui regorgent la RDC, notamment la forêt, nous donnent en même temps la possibilité d'être responsables de ces secteurs. Nous allons protéger nos forêts, c'est vrai, parce que nous avons besoin de l'oxygène, mais nous avons aussi besoin du pain, c'est-à-dire lier le pain et l'oxygène. La protection des forêts n'empêche pas la gestion durable. La plus importante, c'est la durabilité et la responsabilité que nous avons à gérer ces ressources. » Tels sont les propos de F. Bazaïba, ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, prononcés au cours de la cérémoniale des clôtures des États généraux des forêts, intervenue le mardi 23 janvier 2024 au Centre catholique Nganda. Le journal souligne, pour la patronne de l'Environnement et Développement durable, c'est la première fois que le pays va se doter d'un document d'une politique forestière nationale. Pendant 5 jours,
soit du 18 au 23 janvier 2024, le parti prenante, venu des 4 couches linguistiques de la RDC, les représentants des organisations internationales du secteur forestier, les experts et directeurs chefs de service du ministère de l'Environnement et Développement durable, ainsi que tous les acteurs du développement du domaine forestier, ont profité de cette opportunité pour faire le point sur l'évolution du contexte politique, socio-économique et environnemental du secteur forestier. Car note le participant, les forêts de la RDC doivent désormais être perçues non seulement comme une solution à la crise climatique mondiale, mais aussi et surtout comme un levier pour l'éradication de la pauvreté partant des collectivités forestières dans une perspective de développement durable. Les confrères poursuivent, les objectifs assignés à ces assises sont multiples et variés. Il s'agit entre autres d'élever des options fondamentales susceptibles d'ensuffler une nouvelle dynamique dans le secteur forestier dont la contribution au budget national reste encore faible, fournir des informations relatives aux écosystèmes forestiers, notamment aux données des productions forestières, contribuer à la réalisation d'un dynamique complet de l'état des lieux de la gestion des forêts, élaborer une vision prospective des gestions durables. Celle-ci devrait servir, entre autres, à la révision du code forestier ainsi qu'à l'élaboration de plans et stratégies du secteur. Terminons cette revue de presse avec le groupe L'Avenir qui titre sa 10e page « L'OMS soutient l'élaboration d'un plan national multisectoriel ». Le journal note « L'Organisation mondiale de la santé va soutenir la République démocratique du Congo avec un plan de lutte contre la résistance aux antimicrobiens ». C'est dimanche qui renseigne le communiqué de cette agence sanitaire. Publié récemment. Pour y faire face, l'organisation a soutenu l'élaboration du plan national multisectoriel de lutte contre la résistance aux antimicrobiens, suivi d'une enquête sur la consommation des antimicrobiens en RDC, a expliqué M. Léon Chiboabois, directeur de la pharmacovigilance, essais cliniques et lutte contre la résistance aux antimicrobiens à l'OMS. Le journal poursuit, la sensibilisation des populations à la résistance aux antimicrobiens en RDC doit constituer un axe prioritaire de la stratégie nationale pour la bonne santé des habitants, a insisté l'Organisation mondiale de la santé, rappelant que les antimicrobiens constituent une famille de médicaments utilisés pour tuer ou pour ralentir la croissance des microbes tels que les bactéries, les champignons, les virus et les parasites, conclut le journal. Fin de cette revue de presse, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. Si vous nous avez pris diffusion en cours, voici tout de suite le rappel des titres. Nouvelle réunion des conjonctures économiques ce mercredi à la primature, présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Le comité des conjonctures économiques a examiné le programme du chef de l'État, un programme axé sur la diversification de l'économie pour les 5 prochaines années. Le CCE a aussi examiné l'évolution des paramètres macroéconomiques, tant au niveau national qu'international. Dans ce journal, vous avez écouté le VPM de l'économie, Vital Caméré. Et puis les travaux de construction du nouvel aéroport international d'Ndjili vont débuter dans les tout prochains jours. Le gouvernement central s'active, les parties prenantes aussi. Vous l'avez vu dans ce journal. C'est la fin complète de cette édition du journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur votre chaîne. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision
votre chaîne thématique essentiellement économique vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.